Madame, Monsieur, bonsoir, il est 18 h, jeudi 1er juillet. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'actualité du jour, c'est l'élection des présidents des conseils départementaux. Les élections des 20 et 27 juin avaient permis de désigner les conseils de ces assemblées en Pays de Savoie. Nous avons suivi les deux scrutins. Et puis le troisième épisode de notre série sur le tourisme dans le Jura nous emmène en station du côté de la Cure. Jean-Paul Crespi nous emmène cette fois dans une auberge très particulière. Elle est située sur la frontière franco-suisse. On verra comment elle a traversé cette crise sanitaire tiraillée entre les différentes législations. Je vous le disais en titre, ce matin, c'était l'élection des présidents de nos départements savoyards. Et comme prévu, en Haute-Savoie, 2 parlementaires LR se sont présentés ce jeudi matin à la présidence du département. Élu sur le canton de Bonneville, le député Marcel Sadier est réélu sur le canton de Saint-Julien, Virginie Duby-Muller. Le premier s'impose d'une courte tête. Résumé de cette matinée avec Maureen Alibert et Fanette de Buisson. Une nouvelle ère. Après 13 ans de présidence Monteil, voici la présidence Sadier. Une victoire qui s'est jouée quelques minutes auparavant dans les urnes. 2 députés les Républicains étaient candidats à la présidence, Marcel Sadier et Virginie Duby-Muller. Un seul tour aura suffi, mais 2 petites voix les séparent. Marcel Sadier remporte 18 voix, tout juste la majorité absolue pour cette assemblée de 34 conseillers. Virginie Duby-Muller, 16. Très fier, je remercie, mais vous comprenez qu'on a 1 heure pour former l'exécutif. Et donc voilà. 1 heure d'interruption de séance, comme l'impose la loi, permettra au nouveau président de constituer son exécutif qu'il a voulu fédérateur. Sur les 10 vice-présidents, 3 l'étaient lors de la dernière mandature. Nombreux sont aussi ses soutiens affichés. Nicolas Rubin, maire de Châtel, sera premier vice-président. Il y a vraiment 2 choses que je souhaite, et vous l'avez, je crois, très clairement compris ce matin. C'est 1, nous sommes dans une collectivité territoriale. Donc dans une collectivité territoriale, ce sont les élus qui impulsent, ce sont les élus qui décident et ce sont les élus qui donnent les orientations. Et les collaborateurs sont là bien évidemment pour dialoguer avec nous, mais ils sont là pour appliquer la décision des élus. Et la deuxième marque de fabrique, c'est la collégialité. Voilà. Dans une entreprise, dans une collectivité territoriale, il y a le temps de la discussion, de l'échange, de la confrontation d'idées. Ensuite, il y a le temps de la décision. Et une fois qu'on a décidé, on ne discute plus, on fait. De l'autre côté, on encaisse. Virginie Duby-Muller ne sera pas vice-présidente et restera députée. L'émotion est palpable pour celle qui était soutenue par le président sortant Christian Monteil. Effectivement, ça s'est joué à 2 voix, donc c'est rien. Mais le résultat est là et j'en prends acte. Mais évidemment, je continuerai à travailler. Moi, je souhaite servir, je souhaite être utile. Je continuerai évidemment à me battre, à porter au niveau national les problématiques locales. Vous savez que j'ai une appétence particulière pour les sujets concernant le transfrontalier, donc j'espère pouvoir poursuivre cet engagement. On peut avoir rajeunissement et féminisation. Il y a eu rajeunissement. La féminisation, c'est pas pour cette fois-ci, mais l'élection est passée par là, il n'y a pas de souci, c'est la démocratie. Je n'ai pas à choisir, je n'étais pas dans le cercle des électeurs ce matin. Je suis venu parce que j'avais envie de saluer le président ou la présidente, je vais le faire dans quelques instants. Et je m'éclipse comme j'ai choisi de le faire il y a 2 ans et comme je vais le faire ce matin même. Nouvelle présidence, nouvelle assemblée, un tiers des élus siégeaient pour la première fois ce matin. C'est le cas de Magali Munier, élue municipale à Annecy. Je dirais qu'on a une responsabilité quand même qui est conséquente, encore plus qu'au niveau de la mairie, ce que j'avais pu vivre il y a 1 an au conseil municipal. Et on a beaucoup de choses à construire, à mettre en place. Donc voilà, émotion et stress, mais joie. Dès demain, les conseillers ont été invités par leur nouveau président à déposer une gerbe devant les monuments aux morts de chaque arrondissement de Haute-Savoie et au plateau des Glières. Le coup d'envoi symbolique d'un nouveau mandat de 6 ans pour les 34 conseillères et conseillers de Haute-Savoie. Si en Haute-Savoie, l'élection du président du conseil départemental s'annonçait indécise, en Savoie, le suspense n'a duré qu'une poignée de secondes. Le temps de savoir qu'il n'y aurait pas de candidat face à Hervé Guémard. Le président sortant a donc été réélu sans surprise pour un 4e mandat, avec 28 voix sur 38. Il a promis une assemblée départementale ouverte à la discussion, active et surtout ambitieuse. Sébastien Germain et Luc Caruche étaient sur place. Ce jeudi matin, il est 9h50 lorsqu'Auguste Picollet annonce le résultat de l'élection du président du conseil départemental de Savoie.
Sans surprise, Hervé Guémard, seul candidat à sa propre succession, est réélu avec 28 voix sur 38 pour un 4e mandat à la tête du département. Ce sera un mandat de stabilité et d'action, puisque pendant ce mandat, il y aura 2 élections présidentielles, 2 élections législatives, une élection municipale, une sénatoriale, une européenne. Et donc nous serons un pôle de stabilité et d'action. Dans son discours d'introduction pour cette nouvelle mandature, le conseiller départemental du canton d'Albertville 1 a présenté les chantiers prioritaires pour la Savoie. Nous avons maintenant la nécessité d'aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Je pense à notre plan alimentaire et agricole départemental. Je pense à notre plan d'action et d'avenir pour la jeunesse savoyarde. Je pense bien sûr en liaison avec Savoie-Mont-Blanc à la réorientation et à la diversification de notre économie touristique. Du côté de l'opposition, le groupe Savoie en commun, qui compte 8 élus, n'a pas souhaité présenter de candidat contre le président sortant, mais il a voté blanc, preuve qu'il compte bien peser dans les débats. Moi, je me satisfais, je dois le dire, des quelques annonces qui ont été faites aujourd'hui par le président du département et qui montrent que les thèmes de campagne que nous avons mis en avant avec Savoie en commun ont été entendus sur une dynamique plus durable, avec la nécessité de mettre le changement climatique au cœur de toutes nos politiques publiques, avec la nécessité d'un plan d'avenir pour la jeunesse, et puis, par exemple, remettre les politiques de logement dans le cœur de notre politique départementale. Ce que je peux vous dire, c'est que nous serons une opposition constructive et qu'avec Savoie en commun, opposition rimera avec proposition. Cette année, l'Assemblée départementale de Savoie a été renouvelée au tiers. Cette séance d'installation était donc synonyme de premier pas dans l'hémicycle pour certains. Je dirais que c'est à la fois conforme de ce à quoi je m'attendais, puisque effectivement j'avais eu des témoignages d'amis conseillers départementaux et ce qui me plaît effectivement c'est cette sérénité de cette séance d'installation. C'est certes peut-être qu'une séance d'installation, mais je pense que le ton est donné sur la nature des futurs débats, c'est-à-dire des débats qui devront se dérouler, mais dans le respect mutuel des uns et des autres, et c'est ce que je ressens. Hervé Guémard sera accompagné par 11 vice-présidents, et tout ce petit monde a d'ores et déjà rendez-vous le 15 juillet pour une première séance plénière. La première commission permanente, elle, est fixée au 17 septembre prochain. On reste du côté de Chambéry, au campus universitaire de Jacob-Belcombette. L'université de Savoie-Mont-Blanc a organisé sa première session de formation aux premiers secours en santé mentale. La formation doit donner des clés aux secouristes avant l'intervention d'un professionnel de santé, afin d'orienter une personne souffrant d'anxiété par exemple ou de dépression. Autre objectif, elle permet aussi d'apprendre à gérer une situation de crise en attendant les relais médicaux. Un groupe d'étudiants en fin de master psychologie et prévention ont assisté à cette formation. On écoute leur professeur et une des étudiantes au micro de Maureen Alibert. Le point fort des premiers secours en santé mentale, c'est qu'il y a toute une partie théorique et qui est, me semble-t-il, vraiment très accessible pour toutes les personnes dans la population. Et il y a aussi des aspects de mise en pratique avec des cas concrets que l'on, entre guillemets, détaille, que l'on décortique. Il y a des cas qui sont filmés, ce qui permet d'avoir des choses les plus concrètes et écologiques possibles. Et il y a des mises en situation pour que soit on puisse comprendre ce qui se passe pour les personnes qui sont en forte détresse avec un trouble de santé mentale, et puis aussi pour s'entraîner à être dans la position de secouriste en santé mentale. J'ai assisté à une simulation d'expérience auditive, d'hallucination auditive. Et du coup, en fait, ça consiste à se mettre à la place des personnes qui vivent des hallucinations auditives. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de comprendre ce qu'ils vivent. Donc, voilà, on m'a parlé dans l'oreille. On m'a déstabilisé, on va dire, avec ce que peuvent vivre en fait des personnes qui ont des troubles psychotiques. Et il fallait que j'arrive à interagir avec quelqu'un en plus de ces hallucinations. C'était très difficile parce que forcément on est un peu bousculé, on n'arrive pas trop à garder le sens de la conversation et c'est assez particulier, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir suivre la conversation. Prenons de la hauteur désormais en Haute-Savoie, au sommet de l'Aiguille du Midi. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ce haut lieu du tourisme chamonniard est doté d'antennes afin de relier les visiteurs au réseau téléphonique et Internet. Et tout comme dispositif de télécommunication, il a besoin de subir une maintenance de temps en temps pour assurer l'accès au réseau en altitude. Une opération délicate et périlleuse que Lucas Ruche a suivi pour nous. Perché à plus de 3800 mètres d'altitude, la société de télécommunications Orange
possèdent des antennes sur l'aiguille du Midi permettant d'émettre leur réseau dans des endroits difficiles d'accès. Une poignée de techniciens de l'entreprise s'attelle aujourd'hui à une opération de maintenance bienvenue après la saison hivernale. Tout le réseau est transporté par des câbles, il est donc important de les entretenir. Technicien pour Orange depuis quelques années, Farid reconnaît que cette opération n'est pas comme les autres. On profite quand même du cadre, mais c'est vrai que quand on a un problème comme ça, on est plus concentré sur notre travail, quoi. L'intérêt pour la société d'être présent à un tel endroit est avant tout pour avoir la plus large couverture possible. Quand on est en haute montagne, on a des clients, comme des refuges par exemple, ou des installations de téléphonie mobile, Orange, qu'il est très compliqué de relier par des câbles, des fils ou de la fibre optique. Donc dans ces conditions-là, en altitude, on utilise donc cette technologie de faisceau hertzien qui, avec deux paraboles qui se regardent l'une l'autre, va permettre de relier les équipements entre eux et de véhiculer soit la téléphonie, soit Internet. Les liaisons vers les refuges, c'est pour que les refuges qui sont dans des zones pas ou très mal couvertes par la téléphonie mobile puissent tout simplement communiquer. Évidemment, ces installations télécom, historiquement, elles ont commencé ici à être installées pour des raisons de sûreté, de sécurité en montagne, pour les secours. Puis progressivement pour les utilisateurs internes ici, notamment la compagnie du Mont Blanc. Et puis enfin, pour tout un chacun, les alpinistes, les touristes. Mise en place dans les années 70, la technologie d'onde radio est pour l'heure la seule alternative à un réseau efficace en altitude. Place au troisième épisode de notre série consacrée au tourisme en moyenne montagne. Nous restons dans le Jura pour découvrir une auberge qui accumule les particularités. Cet hôtel-restaurant situé à la Cure, sur la commune des Rousses, est traversé par la frontière franco-suisse. Jean-Paul Crispy s'y est rendu pour découvrir ce lieu atypique qui a certes vécu un confinement et un déconfinement unique, mais aussi une très bonne saison estivale. Pour les hôteliers-restaurateurs du Haut-Jura, la saison a pris un nouveau souffle et les fermetures semblent désormais appartenir au passé. À la Cure, l'auberge d'Arbézy retrouve ses habitudes familiales, même si elle n'a pas échappé à la crise du Covid-19, contraint par la France et par la Suisse, mettant gracieusement ses chambres à disposition des professionnels de santé qui devaient tous les matins franchir la frontière franco-suisse, car l'établissement possède cette particularité d'être situé réellement à cheval sur cette frontière. Effectivement, c'est presque un argument commercial. On disait aux gens, écoutez, bon, à partir de 18h, il faut rentrer en Suisse. Donc, ils passaient à aller se promener dans les champs suisses. Parce qu'ils n'avaient plus le droit de se promener après le couvre-feu. Il n'y avait pas de couvre-feu en Suisse. Donc, vous voyez, ça faisait quand même des différences. Et puis, finalement, ça s'est bien passé des deux côtés. Vous savez, on va dire réfléchir, c'est comparer. Nous, ça nous a permis de comparer deux systèmes, toujours, de réfléchir au meilleur. C'est quand même aussi, il y a eu une belle conjonction entre les deux mentalités qui font qu'aujourd'hui on est ouvert et on est quand même serein pour l'avenir. Aujourd'hui, les vacances estivales s'annoncent sous les meilleurs auspices. Des réservations se confirment, laissant présager un été paisible. Déjà sur le mois de juin, on est sur un mois de juin qui est parti très fort. Et puis sur le mois de juillet, ben oui, on est déjà quasiment complet sur le mois de juillet. Au mois de juin, on n'est pas encore en vacances, que déjà les gens sont là le week-end, ils veulent se faire plaisir, il y a des passages, il y a une diversité aussi de clientèle, un petit peu de clients étrangers. Honnêtement, on voit bien que c'est surtout des clients français, en tout cas sur notre partie française, mais nous on a de la chance, on a aussi les clients suisses qui restent chez eux et ils viennent tous chez nous. Donc vous voyez, c'est un avantage. Mais c'est vrai que je pense que c'est une belle destination. Dormir sur la frontière, les pieds en Suisse et la tête en France. C'est ce que propose l'établissement, créant de par sa situation géographique une ambiance très particulière. Si la saison hivernale 2020-2021 a permis de redonner le sourire à l'économie locale de moyenne montagne, malgré un contexte sanitaire pesant, tous les professionnels du tourisme espèrent désormais capitaliser sur une destination à ce jour plus que séduisante. Aux touristes maintenant de répondre présent. On revient sur les bords du lac d'Annecy où les festivals culturels retrouvent leur quartier d'été.
C'est notamment le cas à Duhain, sur la presqu'île du château. Depuis 4 ans, l'enceinte de la forteresse accueille les nuits d'été organisées par l'association de la presqu'île de l'imaginaire. L'année dernière, la crise sanitaire avait contraint le collectif de proposer des événements plus intimistes dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. C'est désormais terminé. Depuis ce jeudi 1er juillet, il n'y a plus de limite de jauge pour les lieux culturels. L'occasion de rassembler les artistes et le public en plein air au pied de la forteresse d'origine médiévale sans contrainte. La coordinatrice du festival, Sonia Razin-Findranani, nous dévoile le programme. On l'écoute. La première soirée sera autour du grand texte de Victor Hugo, Le Roi s'amuse, qui finalement était un texte qui est très peu connu de notre dramaturge national, et c'est la compagnie Théâtre Grazioso Crépuscule qui nous propose une mise en scène dans le décor de la presqu'île de l'imaginaire. Donc juste ce que vous voyez derrière moi, il y aura les comédiens avec le texte de Victor Hugo, une scénographie vraiment revue à l'essentiel, les comédiens là qui ont l'âge des rôles, pour une soirée assez magique sous les étoiles. La deuxième soirée, c'est une soirée hommage à Astor Piazzolla, donc le grand compositeur et bandéoniste argentin qui aurait fêté ses 100 ans cette année. Et donc c'est le duo Terra Nova qui a imaginé une transcription originale de l'œuvre de Piazzolla et qui proposera donc une plongée dans cette œuvre avec notamment les 4 saisons à Buenos Aires et des pièces plus courtes comme Libertango que tout le monde connaît. Et on est très heureux d'accueillir l'artiste La Chica qui viendra présenter son album La Loba. Donc La Loba, c'est un album qu'elle a créé en plein confinement alors qu'elle venait de perdre son jeune frère. Donc cette artiste qui a diverses influences, qui a un parcours classique, c'est une grande amoureuse de Debussy, mais elle a aussi exploré des chants musicaux plus modernes, de musique électro. Et là, avec cet album-là, elle a eu besoin de revenir sur quelque chose de plus essentiel et plus profond. Et elle a comme ça imaginé un album qui parcourt ce thème du deuil, voilà, sur le cri du désespoir jusqu'à la prière d'acceptation, puisque cette louve est une légende mexicaine. Cette louve vient sur les corps des animaux morts et elle chante et elle se met à les faire revivre. Donc voilà, ça sera un moment assez intense qu'on va vivre avec La Chica, puisqu'elle a une voix assez incroyable pour ce concert en piano solo. Notez bien les dates, ce festival débute dès demain soir, vendredi 2 juillet, jusqu'au dimanche 4 juillet. Une dernière info avant de se quitter, le Tour de France sera de passage ce week-end dans nos départements savoyards. Ce samedi, la course fera son arrivée au Grand Bornand, en Haute-Savoie, pour la 8e étape. Le dimanche, elle démarrera de Cluses pour rejoindre la station de Tignes. Alors attention, certaines portions de route seront fermées sur ces axes. Interdiction d'y circuler et de stationner. Vous pouvez retrouver le détail sur le site de la préfecture. Sachez aussi que la course est ouverte au grand public dans le respect des gestes barrières. Le port du masque sera toutefois obligatoire. Il faudra régulièrement se laver les mains et enfin respecter la distanciation sociale entre les différents groupes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre la météo de Thierry Paulme et le 3e épisode de votre émission Panorama. Cette semaine, il est consacré à la médiation animale. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le journal à 18h. Très belle soirée sur 8 Mont Blanc.